Bonjour à toutes et à tous. Nous, c'est Coco et Mémé. Et bienvenue dans le podcast Investir comme elle. Yes. Alors, tout d'abord, une petite présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc moi, c'est Corinne, j'ai 45 ans et je suis entrepreneur depuis 2017 et également investisseuse en immobilier. Et j'ai fait le choix d'orienter mes activités entrepreneuriales pour pouvoir travailler d'où je veux. Être libre géographiquement, donc là je viens de passer un an au Canada par exemple, et vivre ma passion des voyages. Yes, merci Coco. Et moi, qui suis-je? Donc Mélanie, 32 ans. Je suis investisseuse dans l'immobilier et entrepreneur depuis 2018. J'ai quitté le salariat en 2021, ça y est, les années passent, pour vivre pleinement bien mon aventure entrepreneuriale et croquer la vie à pleines dents. En fait, on est des vieilles maintenant, on radote, hein. Non, non, je corrige, tu es une vieille. Et tu commences à vieillir aussi. Ok, alors du coup, notre objectif à travers ces interviews podcasts, c'est quoi? C'est de vous inspirer. C'est de vous ouvrir la voie de l'indépendance financière. Et surtout, on ne fait que le répéter à nos membres, c'est de vous pousser à passer à l'action. Yes. Et petit instant publicitaire avant de démarrer cette interview podcast, on va vous parler du club Investir comme elle. Qu'est-ce que c'est que le club? L'idée, c'est de permettre à toutes les femmes investisseuses, en immobilier bien sûr, de se retrouver régulièrement et de ne plus être seules les filles pour développer bien sûr votre patrimoine. Donc le club, vous pouvez le rejoindre, comme un abonnement à un club sportif, sauf que c'est un club immobilier et vous avez deux solutions, soit le forfait annuel, l'abonnement annuel, pardon, 497 euros par an, soit la possibilité mensuelle, 67 euros par mois. Voilà. Yes, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site internet www.comels, C-O-M-E-L-S, il y a un S, .fr. Et puis n'oubliez pas aussi de nous suivre sur Instagram où nous sommes présentes quotidiennement, enfin surtout Mémé est présente quotidiennement. Et qu'est-ce qu'on a à dire? Démarrons bien sûr sans plus tarder cette interview podcast. Et là, on va dire une petite phrase qu'on essaye à chaque fois de dire ensemble depuis maintenant plusieurs années. N'oubliez pas de passer à l'action, les filles, pour être Libre libres comme comme elles. elle. Et c'est parti. Nous accueillons notre invité du jour, Tony. Salut Tony! Salut les filles! Donc, Tony, un grand entrepreneur, un grand investisseur, un grand podcasteur. 1m76, je sais pas si c'est si grand que ça, mais bon. Tony, il a 1000 vies dans une seule vie. Et l'idée, c'est que qu'on puisse comprendre qui tu es, ton parcours aussi, les prises de conscience, parce que je pense que tu as eu pas mal de prises de conscience. Donc, on va commencer Ouais, par une question simple, qui est assez large. Donc, on va, on, on va quand même cadrer, hein, parce qu'au bout d'un moment, ouais. sinon, tu vas parler tout seul, je te connais, hein, après. Faut que tu cadres les podcasteurs. Ouais. Si tu donnes le micro à un podcasteur en général, il s'arrête pas de parler, quoi. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, de Ouais. manière, voilà, succincte, et puis Succinct. ensuite, on tirera les ficelles pour en savoir un peu plus sur toi. Ok. Donc je m'appelle Anthony Poncet, j'ai 44 ans. Sur les réseaux, on me connaît sous le nom d'une vie de liberté. Voilà, je suis papa de deux grandes filles maintenant. Je disais petite fille avant, mais ça passe vite. Donc de 15 et 17 ans. Ah oui. Voilà, heureux compagnon d'Élodie avec qui je travaille maintenant aussi. Et je suis entrepreneur dans le domaine de l'immobilier et avec des foncières et du marchand de biens et aussi coach maintenant. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Faut faire attention, c'est un gros mot en ce moment là. C'est Donc clair. voilà, mes coachs en investissement, en IMO et aussi en dev perso, en PNL. Voilà. Je pense que là, j'ai essayé de faire le plus succinct possible. Efficace. C'est parfait. Merci pour cette présentation, Tony. Ce qu'on aimerait savoir, parce que nous, on te connaît un petit peu, je crois que tu as eu, avant cette vie d'investisseur et avant cette vie d'entrepreneur, dont on Mhm. reparlera juste après, tu as eu une autre vie, Ouais. une vie de chef d'entreprise sous l'eau. Est-ce que tu peux nous dire justement qu'est-ce qui t'a amené à investir dans l'immobilier? Quelle est la personne que tu étais avant aussi Ouais, d'investir? ouais, ouais. Euh, j'ai fait des études d'ingénieur. Ça, on peut dire que ça démarre de là. J'ai jamais trop su ce que je voulais faire dans la vie, à part avoir la paix, en fait, je crois, quand j'étais plus jeune, être libre, avoir la paix, trouver une forme de paix.
Et pendant mes études pour les financer, j'ai toujours fait des petits boulots à côté. Donc je savais que le salariat, c'était déjà pas trop mon truc. J'en ai eu la confirmation quand j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur, où ça a été assez compliqué. J'ai travaillé seulement 7 mois en étant salarié, où j'avais du mal avec l'autorité et puis avec le rythme. Enfin, on était dans une usine qui fonctionnait super bien, donc j'étais bien payé. Il n'y avait pas grand-chose à faire et je m'ennuyais. Et voilà, tous mes collègues et le boss ne comprenaient pas pourquoi je ne pouvais pas me satisfaire voilà, de ce chèque qui tombait tous les mois sans rien faire. Moi, j'avais besoin d'action. Et j'ai eu le modèle entrepreneurial, puisque mon père était entrepreneur de travaux publics, et mon grand-père aussi. Et un jour, à un repas de famille, bon, moi, voilà, je venais d'exercer en tant qu'ingénieur pour la première fois. Je me disais, il faut peut-être laisser du temps. Et mon père m'explique qu'il est en train de chercher sur la région d'à côté, donc à Lyon. Moi, je vis à Saint-Étienne, à côté de Saint-Étienne, mais à Lyon, une entreprise à reprendre et puis trouver quelqu'un pour la faire tourner. Et moi, j'avais travaillé pas mal de fois les étés dans les travaux publics. Et en fait, j'ai saisi la balle au bon. J'ai dit, mais attends, si tu cherches à étendre l'entreprise, vas-y, moi, j'en prends la direction à 25 ans. Et mon père m'a pris au mot et on a cherché une entreprise pendant quelques mois. On a trouvé assez rapidement et on l'a acheté avec ma tante et mes deux oncles à 5. Et j'en ai pris la direction à 25 ans avec juste un an un an après ma sortie de l'école finalement. Et je l'ai tenu pendant 12 ans, cette entreprise. Et voilà, j'avais 35 salariés, vraiment de l'entrepreneuriat dans le dur, quoi. 35 bonhommes, des camions, des pelleteuses, des chantiers, tout autour de Lyon. Il y avait une anecdote rigolote d'ailleurs, Mel, c'est que j'avais fabriqué, c'est moi qui fabriquais le lotissement dans lequel tu vivais à Oui. l'époque. Quand je t'avais envoyé mon premier livre et que j'ai vu l'adresse, bon, je ne vais pas donner ton adresse, ton ancienne adresse sur Internet, mais je dis, waouh, incroyable, c'est moi qui ai fait ce lotissement. Et voilà. Et pendant cette vie-là d'entrepreneur, j'ai tout connu. Ça m'a appris énormément de choses, la gestion financière, puisque il faut une extrême rigueur dans les travaux publics, les marges sont faibles, il ne faut pas s'écarter. Ça m'a appris la gestion du personnel, ça m'a appris le management, l'humain, mais ça m'a aussi beaucoup coûté sur ma santé, puis c'est un métier qui est très chronophage, j'y passais beaucoup de temps. Et j'ai fait 2 burn-out et au deuxième, c'est là où j'ai pris la décision de changer de vie. Mais j'avais aussi j'ai eu toujours la conviction que ce métier, c'était une sorte de colosse au pied d'argile parce que de l'extérieur, c'était une belle boîte. On avait des beaux bureaux de 500 mètres carrés. On avait un grand terrain de presque 4000 mètres carrés, des camions, des pelleteuses. Donc de l'extérieur, on a l'impression que ça ronfle. Et en fait, moi, en insider de l'entreprise, je vois les comptes tous les jours et je vois que chaque mois, je facture à peu près 600 000 euros et j'ai à peine 300 000 euros de fonds de roulement, quoi. Donc l'argent part, l'argent rentre, je suis toujours en train de jongler au téléphone et je me dis, et je gagne plutôt bien ma vie, mais je me dis, il faut que je capte une partie de cette valeur pour la mettre de côté et me construire quelque chose, mais vraiment juste à moi. Parce que si un jour, demain, malheureusement, j'ai un accident sur un chantier, j'ai un client qui paye pas, j'ai le moindre truc, en fait, tout peut s'effondrer comme un château de cartes. Donc c'est comme ça que j'ai démarré l'immobilier. Très rapidement, à la deuxième année, j'ai pris l'entreprise à l'époque en 2007, et dès 2008, j'achète mon premier immeuble à côté. Ok. Et moi, j'ai une question parce que j'avais jamais entendu cette histoire de cette manière-là, donc je suis contente d'entendre une nouvelle histoire. Tony, tu disais que tu achètes l'entreprise avec ton papa, ton oncle et ta tante, c'est ça? Ouais, ma tante et deux de mes oncles. Et deux oncles. Est-ce que ces personnes, elles t'aident dans le développement de ton entreprise? Parce que tu dis, je prends la direction, mais tu es tout jeune. Est-ce que c'est Ouais, des piliers pour toi, des piliers mentaux parce qu'ils viennent ah, c'est t'aider ou évident. des Ouais, ouais. piliers financiers? Oui, oui, eh ben, pilier financier, oui, parce que l'entreprise, on l'achète 2,4 millions à l'époque. Donc, sur nos 5 têtes, si tu veux. On a mis vraiment très peu d'apports, hein, quasiment rien. Je crois que j'ai mis 7 500 € à l'époque, donc on avait tous mis la même chose. Ouais. Et on lève 2,4 millions avec le CIC et la Banque Populaire à l'époque. Les deux banques prennent chacun la moitié. Une garantie par Oseo à l'époque qui avait garanti le prêt au cas où ça se passe mal, quoi. Bon, ça s'est bien passé. Mais et voilà. Et moi, j'ai pris la direction de l'entreprise. Mon père avait la direction de notre entreprise historique qui était à Montbrison. Donc, il venait me rendre visite, on va dire une fois par semaine pour voilà, voir si tout se passait bien, me donner un peu un coup de main. Mes deux autres oncles étaient vraiment dans l'opérationnel. Eux, ils étaient conducteurs de travaux, donc ils étaient financiers parce que on a tout fait en famille. Mais c'est surtout ma tante qui a été vraiment mon bras droit.
puisque c'était elle qui faisait les payes, c'était ma directrice du personnel, donc dans l'entreprise de Montbrison. Et elle venait me faire les payes à Lyon une fois par mois. Et pareil sur les recrutements, elle me donnait un coup de main et tout ça. Mais le premier qui a été mon soutien, c'est l'ancien propriétaire de cette entreprise, parce qu'on a fait une passation qui a duré 3 mois. Et Mm. là, j'ai passé 3 mois avec lui, jour et nuit, avec mon calepin, mon stylo. J'ai posé plein de questions. Et c'est quelqu'un que je salue parce que même, il a même assuré le mentorat, même quelques temps après, où c'est arrivé que 2 ans, 3 ans après, je lui prenne un rendez-vous et j'aille le voir comme un vieux sage en lui disant, voilà, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Voilà où j'en suis. Et quelqu'un qui a joué ce rôle vraiment longtemps pour moi, donc ça a été chouette. Trop bien. Et du coup, tu sais, la boîte, après, tu l'as eu pendant 12 ans ou 16 ans, t'as dit? 12 ans, 12, ouais. 12. Jusqu'à la fin de l'année 2018, finalement. Ok. Et cette structure, du coup, ce que j'aimerais comprendre, c'est donc la deuxième année, tu commences à investir dans l'immobilier, tu te dis, je veux créer mon propre truc parce que j'ai pas envie que ça dépende tout, enfin que j'ai tout mon argent dans l'entreprise. Ouais, Et donc tu la gardes 12 ans et en même temps tu crées ton patrimoine en même temps, du coup, c'est ça? c'est exactement ça. Si tu veux, moi, j'ai toujours eu un modèle d'entrepreneur dans ma famille, mais pas d'investisseur. On a toujours entrepris. Voilà, on gagnait plutôt bien notre vie, mais on n'a jamais fait d'immobilier, tu vois. Autour de moi, jamais mes parents achetaient des maisons, des appartes pour les mettre en location. Ils faisaient pas ça du tout. Et moi, je découvre ce monde-là en 2008-2000, ouais, dès le début de l'année 2008, à l'époque avec le livre d'Olivier Seban, Tout le monde mérite d'être riche. Donc j'avais la première édition, tu vois. C'est rigolo, je l'ai rencontré l'année dernière pour la première fois. Donc j'ai l'impression de boucler des boucles parfois, tu vois. Bon, le livre n'était pas parfait, mais il m'a mis le pied à l'étrier, il m'a montré que on pouvait aussi créer du patrimoine à côté. Et je côtoyais aussi dans l'entreprise pas mal d'artisans qui faisaient ça pour leur retraite, très Eh oui. clairement. Et moi, enfin, je l'ai fait dans la même optique. C'était pas du tout dans une optique d'indépendance financière. À cette époque-là, il faut resituer, tu vois, 2008, Facebook, ça avait 3 ans. Ouais. YouTube, ça commençait juste à vraiment sortir. C'était après histoire, quoi, pour ce qu'on fait. Par Et contre, tu avais conscience que déjà, étant chef d'entreprise, t'étais pas, enfin, t'étais pas au régime du salariat classique et du coup, qu'il fallait que tu te prépares ta retraite par ailleurs, quoi. ouais, pour moi, j'ai toujours eu ce sentiment-là. Euh, je le formulais pas de la même façon qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait et tout ce qu'on connaît, mais je voyais ça en termes de capital. Je me disais, il faut que je fasse du capital, que ce soit financier, en mettant de l'argent de côté. Et j'ai commencé tout de suite la bourse très rapidement parce que dans Tout le monde mérite d'être riche, c'est ce qu'il expliquait. Il montrait les piliers et il y avait un pilier bourse. Donc rapidement, j'ai ouvert mon PEA, j'ai commencé à acheter mes premiers ETF à l'époque, en même temps, en parallèle. Et j'ai tout bien appliqué, quoi, tu vois. Et j'achète mon premier immeuble et je me disais, bah, peu importe, l'immeuble, un jour, je le vendrai et ça fera de l'argent et ça sera du capital. Et grâce à ce capital, je me dis, bah, en le plaçant en bourse, on doit pouvoir quand même avoir du rendement derrière et générer des intérêts. Et je me disais, ça me permettra, je voyais pas la retraite, je voyais vraiment un horizon à 40, 45 ans. Je me disais, ça me permettra peut-être de lever le pied ou faire autre chose. Parce que j'avais vraiment la conviction que c'est un métier qui t'aspire, quoi, ce job-là. Ok. Et du coup, donc, tu réalises cette montée en compétences pendant 12 ans au sein de ta propre entreprise en tant que directeur général. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 12 ans? Donc, tu es fatigué, tu nous parles de burn-out. Est-ce que tu revends ta boîte? Est-ce que toi aussi, tu mentors quelqu'un d'autre qui reprend la boîte? Comment ça se J'aurais passe? j'aurais bien aimé que ça se passe comme ça, mais ça ne s'est pas passé comme ça. À partir de 2012, c'est là où je fais mon premier burn-out, où je comprends pas ce qui se passe d'ailleurs, hein. On faisait le déménagement de ma frangine et je savais que j'étais très fatigué, mais moi j'avais l'impression de sauver le monde. Tous les mois, je me disais, il y a 35 familles qui, grâce à mon travail, peuvent manger. Je me voyais vraiment, tu vois, comme, je sais pas, le cheval qui tire la charrette avec tout le monde dedans. J'avais vraiment ça, puis j'ai toujours eu envie de créer de l'emploi. Donc, j'étais content, mais vraiment épuisé. Et en fait, au déménagement de ma sœur, je sais pas, on fait un effort à un moment, et en fait, je vais aux toilettes et je me mets à pleurer. Et je me suis vraiment retenu, mais ça s'arrêtait pas. Donc, je me suis caché un peu. Le soir, j'ai repleuré. Le dimanche aussi, pareil. Et à l'époque, mon ex-compagne me dit, c'est pas normal. Enfin, je t'ai jamais vu comme ça.
Et le lendemain, enfin le lundi, je suis allé voir mon docteur qui m'a dit, bah, vous êtes surmené. Tu vois, à l'époque, il n'avait pas dit burn-out, il m'a dit, c'est du surmenage. Quel est votre rythme de vie? Je dis, non, mais ça va, bah, je me lève à 5 heures, je suis au bureau à 6. Le soir, je rentre à 21 heures, bah, je mange, après je fais mon sport, je me couche à minuit et puis je me lève à 5, quoi. Enfin, normal. Nickel, normal. Je dis, oui, ok, d'accord. Vous êtes complètement déconnecté, vous êtes fou. Donc, à l'époque, il me dit, prenez vos mercredis après-midi, passez-les avec vos enfants, ça s'améliorera. Et en fait, c'est ce que je fais. Premier mercredi après-midi, je me dis, bon, c'est nul, ça sert à rien. Elles avaient 2 et 4 ans. Je dis, bon, je m'ennuie. Et puis, en fait, au deuxième et troisième, je retrouve du plaisir à être en famille. Ça me redonne de l'équilibre. Mais je tape le deuxième burn-out en 2016, et, enfin 2015, à cheval en 2015-2016. Et là, pareil, bah, c'est un peu la spirale noire, puisque j'avais un collaborateur de toujours qui était mon bras droit qui s'en va. En même temps, bah, je fais le deuxième burn-out et le corps décompense complètement et je chope des hernies cervicales qui me flinguent la santé. Et il y a eu un matin, j'ai même pas pu sortir du lit. Et à l'époque, mon père s'occupe de l'autre, de la deuxième boîte. Enfin, j'ai personne qui peut voler à mon secours, quoi, concrètement. Donc, j'ai un médecin qui m'a beaucoup aidé, un pote qui était toubib. J'ai pris pas mal de cachets à cette époque-là. Je me suis fait soigner par un kiné qui m'a un peu sauvé la life. J'ai réussi à éviter l'opération. Et je sais même pas ce qu'on aurait fait si je m'étais fait opérer. On aurait trouvé une solution. Mais en tout cas, à l'époque, j'étais même pas en mesure de m'offrir ces perceptions-là. Pour moi, c'était encore no pain, no gain. Et bien entendu, pour couronner le tout, je me sépare de la mère de mes enfants. Donc, c'est vraiment la descente aux enfers. Et en fait, à un moment, je me dis que je peux pas tomber plus bas. Et c'est là où ben, je retrouve de la force et commence par me faire soigner. Donc déjà, je règle mon problème de santé. Là, ça va bien mieux et je me dis maintenant, ça peut plus durer comme ça. Donc ma maman m'a beaucoup aidé pour que je puisse avoir la garde alternée avec mes enfants. On s'entendait bien avec mon ex, mais juste que matériellement, je puisse le faire, que je sois pas tout le temps au boulot. Donc ma mère assure l'intérim, elle vient à la maison à 6 heures du mat avant que je parte au bureau, elle les récupère à l'école jusqu'à 21 heures, jusqu'à plutôt 19h30. Donc elle assure cet intérim-là. Et moi, de mon côté, je me dis, bah, faut que maintenant j'arrête et je prends conscience de tout ce que j'ai fait en immobilier. Et là, pendant 2 ans, j'arbitre tous mes crédits. J'avais pris des crédits courts, donc il y a des crédits qui me restaient 5 ans, d'autres qui étaient remboursés, d'autres où il me restait 9 ans. Je restructure ma dette et je la repasse sur entre 15 et 20 ans. Et là, tout de suite, je sors quasiment 2500 euros de cash flow du jour au lendemain. À côté, j'avais pas mal d'argent en bourse qui me permettait aussi d'assurer l'intérim. Et donc, pendant 2 ans, je fais tout cet arbitrage de patrimoine et on cherche à vendre l'entreprise et on n'y arrive pas. Et on trouve personne. Et j'ai toujours coutume de dire que c'est des choix difficiles et ça a été compliqué en famille à ce moment-là, mais que la liberté, c'est quelque chose qui se prend et pas quelque chose qui se donne. Et après beaucoup de discussions avec mes associés, je leur dis qu'est-ce qu'on fait? Je dis moi, je veux arrêter. On avait remboursé la boîte, elle était payée, hein. On trouvait personne pour nous la racheter. Je dis, bah, écoute, j'arrête de remplacer les départs en retraite et puis on fait une liquidation, on doit d'argent à personne et puis voilà. Et mes associés n'étaient pas d'accord. Donc, je suis parti en leur laissant mes parts et c'est eux qui ont continué de la faire tourner. Et elle a malheureusement déposé le bilan dans l'année qui a suivi. Ah Donc, oui. voilà. Ah ouais, ok. Ouais. Donc toi, tu étais vraiment un homme clé en fait dans la structure. Mais tu sais, enfin, là-dessus, je ne sais pas me jeter des fleurs, mais c'est le genre de métier où mais il y a plein d'artisans qui se reconnaîtront là-dedans, où si tu perds cette personne qui est à la fois, qui fait les devis, qui recrute le personnel, qui connaît parfaitement ses équipes, parfaitement ses chantiers, et que la transition, elle se fait pas avec quelqu'un qui est aussi investi, et je parle à 100%, quoi. Tu Mm. vois, du soir au matin bah, ça peut pas fonctionner, quoi. Puis il y a une vraie histoire de confiance. Et ça a d'ailleurs été dur quand je suis parti avec mes salariés. Il y en a pas mal qui se sont sentis trahis. Ça a été compliqué, hein. Une Mm. époque difficile. Ok, super intéressant. Merci pour ce partage. C'est ouais, Je c'est savais pas tout encore, hein. ouais. Pourtant, j'en ai Ouais, Et ouais, j'ai encore appris des morceaux là. Non, mais c'est intéressant de comprendre ce que tu as vécu et tu vois l'achat d'une entreprise, donc de partir de zéro, enfin de zéro, pas tout à fait, mais quand même. bien sûr. Et ensuite
et ensuite Le d'arriver, tenir et à bout de bras pendant voilà, 12 ans. de la tenir à bout de bras et de la fermer après, enfin de la quitter, c'est Ouais. hyper difficile, hein. C'est hyper difficile. C'est hyper difficile et surtout que humainement, il y a des gens qui sont dedans, Oui. dans le navire. Et tu vois, quand mes salariés, je leur ai expliqué que je m'en allais, j'en ai quasiment 15 qui ont démissionné dans le mois. Ah ouais. Mm. Non. Ah oui, donc là, Me la boîte. disant, bah, si tu pars, on s'en va aussi. Et voilà. Donc, bah, tu sais, ceux qui restent à la fin, c'est pas les meilleurs non plus, quoi. Donc, quand je suis parti, moi, ça faisait déjà 2 ans que je remplaçais plus les départs en retraite. Donc, à la fin, on devait être 25. Et je leur ai annoncé que je partais au mois de début novembre. Et ils ont été 15 à démissionner. Et en fait, en janvier, il en restait 10, si tu veux. Oh. Donc, voilà. Et 10, bon, c'est pas ceux qui Allez, sont, oui. c'est pas les meilleurs, quoi. Ok. Mais après, Merci. Donc, j'imagine voilà. ouais, que c'était hyper dur de prendre cette décision, sauf que, enfin, de ce que tu peux dire là, ce que j'ai entendu, c'est vraiment ce côté à un moment te choisir toi, C'est finalement, ça. choisir Et ta puis, santé. à Enfin, l'époque, c'est très difficile de donner du sens à tes associés en leur disant pourquoi tu fais ce choix-là, en leur disant que tu veux devenir marchand de biens, faire le métier des clients, alors que pour tes associés, c'est servi sur un plateau, si tu veux, pour avoir pu acheter cette boîte et faire tout ça. Et t'as beau donner du sens, il y a un moment, faut juste le faire. Et tu vois, aujourd'hui, ça fait 7 ans que j'ai changé de vie. Et quand, notamment mon papa et ma tante, je suis toujours proche de tous mes anciens associés, bien sûr. Il y en a un, c'est mon père. Donc, il était encore là ce matin, tu vois, à venir boire un café au bureau. Et dans les beaux bureaux qu'on a fait, d'ailleurs, je lui ai donné, il a quelque part, pour histoire de faire partie de l'aventure, que ce soit aussi un peu chez lui. Et aujourd'hui, ben, bien sûr, tu vois, il me dit, en fait, tout ce que tu as fait, c'était inévitable. C'était ça ton chemin. Mais il faut avoir le courage de payer le prix de quitter tout ça pour pouvoir donner du sens avec le temps, quoi. oui, et sans savoir véritablement ce que tu Bah, vas c'est ça. avoir après, mais en faisant un pari, quoi. T'as pas Ouais, la garantie que ça va marcher, Non, hein. ouais, c'est c'est ça. ça, t'as Ou pas pas la du premier garantie. coup, Non, Ouais, et puis moi, ce que je souligne, c'est aussi le courage de faire face à des associés qui sont des la membres de ta famille. famille. bien sûr. C'est encore plus difficile, je trouve, tu vois. Mais exactement, c'est sûr. C'est, c'est, c'est sûr qu'à cette époque-là, souvent, j'ai beaucoup de tendresse pour tu vois, le Tony de cette époque-là, qui a fait tous ces choix difficiles, tous ces choix forts, parce que aujourd'hui, Coco, tu sais ce qu'il en est, tu fais de la PNL aussi, t'as beaucoup travaillé sur toi. Et moi aussi, aujourd'hui, j'ai toutes les armes pour ça. Si quelqu'un essaie de me faire culpabiliser en face de moi, je repère les ficelles tout de suite. J'ai toutes les réponses. C'est beaucoup plus simple. À cette époque-là, j'avais pas tout ce bagage. Donc, tu pars à la guerre avec un cure-dent, quoi, hein. Faut, Mm. Ok. Ok. Et donc, du coup, à ce moment-là, effectivement, tu te sépares de l'entreprise. Donc, tu as 2500, 3000 euros de cash flow qui à peu tombent près avec quatre Limo. mille, on va dire, tu 4000. vois. Ouais. Ok, 4000. Donc, Entre l'IMO 4000 et le financier. entre l'IMO et Ouais. le financier. Donc, tu es plutôt serein. Serein. Ouais. Plutôt serein. Et du coup, là, qu'est-ce qui se passe en fait? Tu te dis, waouh, Page qu'est-ce que je blanche. fais? Ouais, page blanche, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi? Ouais. Ben, j'avais déjà le projet, si tu veux. Le projet de la suite en marchant bien, il s'est vraiment construit dans mon ancien métier. Tu sais, il y a le fameux discours de Stanford de Steve Jobs qui disait, tu sais, connecting the dots, relier les points dans tout ce que tu as vécu dans ta vie. Et ce métier des travaux publics, à la fin, il me sortait un peu par les yeux, même si j'aimais le côté liberté, mais voilà, à la fin, j'en avais marre. Mais ça m'a permis de rencontrer des clients qui étaient aménageurs fonciers à l'époque, qui faisaient du lotissement et des marchands de biens. Et moi, je les voyais arriver sur les chantiers, petits Range Rover, petites chaussures, qui prenaient, ils les mettaient dans une petite caisse dans le coffre, ils mettaient les petites bottines. Tu sais, moi, ma bagnole, il y avait 1 centimètre de boue sur les tapis de sol, parce que j'étais toujours dehors. Et je les voyais avec l'iPhone, le MacBook, pas de secrétaire, rien du tout. Et ils faisaient littéralement des centaines de milliers d'euros sur mes opérations. Euh, je sais pas, le chantier prenait 3 jours de retard à cause des intempéries. Eux, ça leur coûtait le même tarif à la fin, tu vois. Et par contre, moi, j'allais plus faire de marge sur le chantier. Et avec le temps, j'en ai un avec qui j'étais assez proche en âge, et puis deux autres qui m'ont vraiment chapeauté, qui m'ont donné beaucoup de chantiers aussi, qui m'ont fait confiance du départ. On est devenus assez potes. Et en 2016, ils me proposent de partir en Inde avec eux, faire un road trip à moto. Mm. Donc, eux, entre aménageurs fonciers, et ils choisissent un mec des travaux publics
pour leur dire, bah, pars avec nous. Donc j'étais super flatté. Et j'avais, tu vois, 10 ans de moins que l'un pour l'un, et puis 20 ans de moins pour les autres. Et on part, on fait l'Inde, et un soir, il me dit, mais pourquoi tu continues à t'emmerder à faire ce métier? Regarde, fais le nôtre, tu vois. Tu t'emmerderas moins, tu n'auras pas de secrétaire, tu n'as plus de bonhomme, tu n'as même plus de charge, tu as ta bagnole, ton ordi, ton téléphone, on va t'apprendre. Et je me rappelle, hein, on était en Inde, dans un tout petit boui-boui au fin fond du Ladakh, et c'est là que j'ai la révélation. Je me dis, mais en fait, ma voie pour la suite, c'est celle-ci. C'est tout servi. Les travaux publics, je les connais par cœur. Le bâtiment, je connais bien. En fait, c'est juste que je passe de l'autre côté de la barrière. Et pour le coup, l'un d'entre eux, vraiment, a bien assuré. Il m'a vraiment pris sous son aile. Il m'a expliqué comment on faisait un bilan d'opération de marchand de biens, comment calculer une marge. Et après, par contre, bah, tu vois, je suis allé le chercher tout seul. Mais donc, je me retrouve début 2019 dans ma cuisine, avec tout le monde qui me regarde et qui me dit, bon, maintenant que tu es si fort et que tu veux plus faire de travaux publics, bah, fais-nous voir, montre-nous, on te regarde. Et là, on se lance bah, avec mon associé Benjamin, qui travaillait avec moi dans les travaux publics aussi, mon cousin, qui était mon conducteur de travaux principal. On se lance tous les deux. Et bah, corps et âme, tu vois. Et au bout de 4 mois, on trouve nos 3 premières opérations de marchand. Et la première année, on fait, enfin, alors la première, pas 2019, mais 2020, on fait quasiment 400 000 euros de résultats. Donc, voilà, mission accomplie. En tout cas, je sais que faudra aller au boulot tous les jours, quoi, mais ça marche. Je sais faire, tu vois. Ouais, trop bien. Alors c'est marrant ce que tu dis 2020. Du coup, est-ce que la période Covid t'a ralenti dans ton activité de marchand que tu découvrais? Ouais, tu étais un peu novice quand même. Ben, moi, ça m'a frustré. Ça va parler à Mélanie, ça, parce que je pense que t'aimes bien quand ça va vite, toi aussi. Et Je connais pas la frustration, hein. Ouais, non, la frustration, c'est... Je connais pas. tu vois, ouais, alors, je gère ma frustration en ce moment parce qu'on a trouvé 2 belles OP de marchands et on a les rendez-vous notaires pour les verrouiller dans 3 semaines. Et je trouve ça long. Mais non, j'ai toujours du mal avec ça. Et donc, je travaille sur moi, mais bon, je continue, mais je m'offre d'autres perceptions. Voilà, ça prend le temps que ça doit prendre. Mais des fois, c'est long. Et si tu veux, pendant le Covid, ce qui me frustre, c'est d'être bloqué à la maison. Mais du coup, Mm. j'ai lancé, comme je venais de lancer mon premier podcast, Une vie de liberté, j'ai du grain à moudre et je venais de rencontrer Yann et on a lancé les Gentlemen Investisseurs. Donc en fait, on a trouvé à s'occuper pendant le Covid. Mais finalement, pour le marchand, ça me freine pas parce que comme j'ai attaqué vraiment par la division foncière, ce qui est plus compliqué aujourd'hui, mais qui à l'époque marchait trop bien, j'ai vendu des terrains vraiment pendant le confinement. Les agents IMO continuaient les visites et il y a un lotissement entier. Je vends 8 lots entre le 15 mars 2020 et le 15 mai, quoi. Donc Ouais, le business fonctionne. trop Trop bien. bien. Et donc, le marchand, pour les auditeurs, c'est une activité que tu continues toujours aujourd'hui. Oui, oui. Qui me prend à peu près, je dirais, 50% de mon temps, à peu près la moitié. Vraiment, l'immobilier physique, que ce soit le marchand et les sociétés foncières, c'est toujours à peu près la moitié de mon temps. Voilà. Ok. Ok. Et l'autre moitié du coup? Et ben, c'est mes activités, du coup, sur Internet, la création de contenu. Ça faisait des années que je rêvais de faire ça. Je me rappelle, je jouais au podcasteur dans ma voiture. Des fois, en 2016, je mettais mon téléphone et je m'enregistrais comme si je faisais un podcast. Ben, comme un gamin qui jouerait, tu vois, au Lego ou qui s'invente des histoires. Ça me fascinait et je sais même pas où allait me mener, mais j'écoutais aussi beaucoup de podcasts sur le web marketing, sur toutes ces choses-là, parce que je trouvais ça fascinant de pouvoir gagner sa vie sur Internet. Et donc, du coup, bah, dès 2019, en fait, et à l'époque, voilà, je pouvais pas le faire parce que quand tu as des salariés, en tout cas, c'était ma perception à l'époque, je disais, ouais, s'ils écoutent, que tu parles de tes biens immobiliers, que tu parles Mm. de bourse, ils vont venir te réclamer des augmentations, ils vont s'imaginer que tu es milliardaire. Mm. Donc, je me mettais des grosses barrières là-dessus. Et en fait, en 2019, dès que j'ai vu qu'on a trouvé les 3 premières OP de marchands et que ça y est, quoi, ça s'était lancé, tout de suite, je me suis dit, bah maintenant, ça y est, t'as plus aucune excuse, en fait. Si vraiment ça te fait envie, ben, monte ta chaîne YouTube et lance ton podcast. Et en fait, c'est ce que j'ai fait en octobre 2019. Et Une vie de liberté, ouais, c'est mon plus vieux podcast, hein, ça fait 7 ans que ça dure ouais, maintenant, déjà. Incroyable. Incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et moi, j'ai une question.
donc tu lances le podcast à ce moment-là, donc tu t'autorises à le faire puisque tu démarres, Ouais. c'est quelque chose qui t'a fait rêver jusque-là et tu t'as zéro connaissance, t'y vas, tu te dis on verra ce que ça donne. Comment c'est quoi ton état d'esprit là quand tu démarres ce podcast? En fait, si tu veux, pour moi, c'est tellement important parce que je l'ai tellement presque idéalisé, tu vois, que je me dis, faut pas que je me rate parce que je savais que c'était vraiment important. Et à l'époque, j'ai la chance de connaître une personne qui vit d'Internet, qui s'appelle Rudy Koya, qui a une chaîne YouTube sur la musculation depuis des années et des années. Et c'est un gars à l'époque où j'étais beaucoup dans la muscu, qui m'avait coaché pendant une période et il venait de lancer sa chaîne YouTube. Et on est toujours resté en contact, toujours resté assez copains. J'étais venu le voir en 2016. Et là aussi, je prends un uppercut parce que je suis allé le voir chez lui à Annecy. Je vois la façon dont il vit, je vois la liberté qu'il a. Et donc, il animait des podcasts, il vendait des formations en ligne, un peu de coaching en ligne. Je me dis, mais c'est fantastique, quoi. Donc, il y a un moment, il faudra que je fasse ça. Je trouvais ça merveilleux. Et en fait, naturellement, en 2019, quand je veux me lancer, je l'appelle et je lui dis, écoute, est-ce que tu peux me mettre juste le pied à l'étrier, me donner un plan de bataille? Je dis, moi, après, t'inquiète pas, je vais appliquer ça à fond. Et donc, il m'a dit, bah, bien sûr, viens me voir à Annecy. Et j'ai passé une après-midi entière avec lui sur sa terrasse pendant 3 heures et demie. Et je le revois faire des allers-retours là, en short avec ses gros bras, me dire, bah voilà, tu vas lancer ton podcast. Après, tu vas écrire un livre sur la division foncière. Tu vas faire ta chaîne YouTube comme ça. Tes formations, tu vas utiliser telle plateforme. Et moi, j'ai tout noté, j'ai tout enregistré. J'ai rédigé un plan de bataille. Et j'ai mis quasiment 9 mois pour l'appliquer en entier. Et après, ça m'a lancé pour tout le temps, quoi. C'était pas des trucs de ouf, si tu veux. Mais comme pour lui, ça avait marché, pour moi, c'était un peu magique, tu vois. Je me disais, si je l'applique, ça va fonctionner. J'y croyais, quoi. Incroyable. C'est trop bien. Alors moi, ce que j'adore dans ton histoire, et ça fait déjà plusieurs fois que tu nous exprimes ça, c'est que il y a quelque part un mentor qui est toujours là pour te donner Oui, exact. Mais c'est sûr. une impulsion de départ ou un plan d'attaque, comme tu dis. Et toi, tu as cette capacité à faire confiance au plan et te faire confiance aussi à toi sur le fait de bien appliquer le plan Ouais. aussi. Et C'est j'ai l'impression que c'est toujours ce même schéma qui se répète. c'est l'histoire de ma vie, hein. Moi, en terminale, j'étais assis à côté de mon pote Emeric, si tu me regardes, qui était beaucoup plus intelligent que moi et qui m'a aidé à avoir 17 sur 20 en physique au bac. Après, c'était mon pote Didier à l'école d'ingénieur. Et j'ai toujours essayé d'aller vers les gens qui m'inspiraient ou qui étaient meilleurs que moi ou que je trouvais plus intelligents, plus vifs ou qui avaient fait un truc que je cherchais à faire. C'est beaucoup plus facile que de réinventer la roue tout seul dans son coin, quoi, finalement. Et ça, c'est applicable, en fait, pour tout, de s'entourer de quelqu'un qui a déjà su le faire, tu vois. Et ça m'a paru naturel. Après, bien sûr, il faut une accroche Humaine. humaine, tu vois. Rudy, c'est quelqu'un de bienveillant. Je savais que ce serait la bonne personne. Et à la fois, c'est quelqu'un qui aime pas perdre son temps. Mm. Donc, je savais que si j'allais le voir, et que, enfin, je sais pas ma nature de rien foutre derrière, mais ce serait pas moi, quoi. Il allait falloir que je délivre après. Et c'est vrai que j'ai toujours vu les choses comme ça. Et puis je trouve que c'est inspirant d'essayer de s'entourer de meilleurs que soi. C'est Euh, clair. ça pousse à se dépasser. Mm. J'ai une question parce que, alors moi, quand je t'entends, au départ, dans ton histoire, avant les investissements, avant le lancement, des business en ligne, j'entends quelqu'un qui a vécu des difficultés, t'as fait, voilà, de burn-out, hyper compliqué au niveau de la santé. Et en fait, sur ta vie d'après, du coup, c'est-à-dire quand tu deviens entrepreneur et tu deviens marchand de biens, est-ce que, tu rencontres, des difficultés face au plan, justement? Ou est-ce que tout roule toujours, si tu suis le plan, tout roule toujours pour toi? Est-ce que tu peux nous parler de ça aussi? Parce que c'est important Ouais. de montrer aux gens que tout n'est pas Ouais, c'est Non, simple. de non, c'est l'iceberg sûr. où tu vois le résultat, mais tu vois pas tout le Ouais, chemin, quoi. C'est sûr et certain. Mais c'est rigolo parce que ce matin, j'ai donné un coaching à quelqu'un qui est sur le chemin, qui avance bien. Et je lui disais, et qui me dit, je vais pas assez vite. Je lui dis, mais compare pas ton jour 500 à mon jour 2000 ou 2500, quoi. mm, Ouais.
Je lui dis, c'est pas possible, sinon, enfin, tu te décourages, quoi. Et comme, enfin, c'est comme si je me comparais à des mecs qui sont, enfin, il y a toujours plus riches que toi, hein, donc, Ouais. et il n'y a pas besoin d'aller bien loin, hein. Dans la ville où je suis, il y a bien plus riche que moi. Donc, voilà, faut pas toujours trop se comparer. Et attends, rappelle-moi la question, parce que ça y est, je commence à partir en sucette. Euh, C'était de savoir, est-ce que dans cette vie d'entrepreneur, donc, oui, exactement. voilà, on te donne un plan, tu l'appliques et j'ai Ouais, l'impression Que que ça s'est c'est... déroulé nickel ou est-ce mes qu'il y a eu des, difficultés. En Voilà. des... fait, si tu Mm. veux, c'est pour ça que l'indépendance financière, ça a été chouette aussi, c'est que j'ai jamais trop augmenté mon train de vie, à part un petit peu ces dernières années, mais sinon, jusqu'à il y a, on va dire, 2 ans et demi, j'avais jamais trop desserré la ceinture, donc j'ai pas un train de vie excessif, donc mes 4 000 € de cash flow, ça me suffisait largement. Donc chaque fois que j'ai fait une vie de liberté, les gentlemen, nouveau départ, même le marchand de biens, j'ai jamais eu l'attente d'en vivre ou de gagner beaucoup d'argent. Donc, s'il y a des mois qui sont exceptionnels, bah, tant mieux. S'il y a des mois qui sont plus difficiles, comme j'en ai pas besoin, bah, c'est pas très grave, quoi. Je peux tenir. Donc, j'ai pas eu cette pression financière, on va dire, en tout cas du côté financier. Par contre, les plus grosses difficultés, et surtout toute la partie podcast, j'ai toujours fait avec le plaisir avant tout. Donc, je me mets aucune attente financière et et pour le coup, ça marche plutôt très bien, mais je me suis jamais mis de pression de ce côté-là. Je m'en mets un peu plus sur le marchand parce que je suis associé avec mon cousin, on a 7 ans d'écart, il est plus jeune. Voilà, il n'a pas le même patrimoine que moi non plus, donc il faut quand même que cette activité-là, elle génère du cash. Et en 2023, quand les taux sont remontés, les taux immobiliers sont remontés, là, on a vécu une vraie année de frein en marchand de biens qui a été difficile à gérer, pas tant financièrement parce que on n'a fait qu'un mauvais choix, on va dire. Donc il y a eu une OP où on est sorti, on n'a rien gagné, rien perdu. On a fait zéro. Allez, même deux OP. Il y en a une, on a gagné vraiment pas grand-chose. Mais on a tout de suite bien réagi. On a tout de suite baissé nos prix pour vendre très vite, pour solder nos crédits et juste arrêter les OP. Mais par contre, on s'est retrouvé pendant quasiment 18 mois à l'arrêt avec, bah, tu vois, tu scrutes le bon coin, il n'y a pas grand-chose. Tu appelles, les gens ne veulent pas baisser parce qu'ils n'ont pas encore fait le deuil du nouveau marché. Les agents IMO, on les appelle, ils n'ont rien du tout, ils tirent la langue. Tu as des agences qui ferment. Il y a des marchands de biens vers chez nous qui déposent le bilan. J'ai même des marchands de biens qui viennent chez nous pour nous emprunter de l'argent parce qu'ils sont dans la merde. Vraiment, on vit une période vraiment pas ouf. Et en fait, bah, tu vois, on parlait de frustration. C'est frustrant parce que tu as envie de faire, mais il se passe rien. Et Mm. donc, on a un peu galéré à cette période. Plus, à un moment même, on a arrêté de venir au bureau parce qu'on s'est dit, ça sert à rien qu'on tourne en rond et qu'on Et ouais. fasse rien. Donc, tu vois, mon associé s'est mis dans le trail longue distance, tu vois, donc il a fait Ouais. des gros Il entraînements. est bon, ouais, ouais. Ouais. Et moi, Ouais. c'est là où j'ai commencé, où j'ai lancé Nouveau Départ aussi parce que j'avais plus de temps. Et là, ça y est, depuis presque 18 mois, c'est bien reparti. On fait une belle année en 2025. 2026, on a plein de projets et ça repart. Mais le marchand de biens, c'est vraiment une activité qui peut être, mais comme tout investissement, c'est cyclique, hein. Et, Ouais. mais ça a été, tu vois, la plus grosse difficulté, ça a été celle-ci. Ça a été gérer ce passage à vide où bah, tu as beau avoir la meilleure volonté du monde, il se passe pas grand-chose, quoi. Mm. Et toi, dans cette posture, je veux dire, toi, tu as ton patrimoine, tu as des revenus confortables issus de l'investissement immobilier. Tu parles de ton cousin Ben qui n'est pas dans la même situation. Comment ça se passe justement le fait d'avoir une activité qui baisse complètement? Votre relation, est-ce qu'elle conserve la même qualité? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de... Putain, moi, si j'ai pas de taf et que j'ai pas d'argent, en fait, je vais devoir Reprendre un reprendre un job, job, une quelque chose. activité. Ouais. Comment ça se passe, en fait, cette relation à gérer là? Écoute, c'est du dialogue, hein. Après, Ouais. il n'est pas à plaindre non plus, si tu veux. Il a du patrimoine et des revenus. On va dire qu'ils sont pas aussi confortables que de mon côté, en tout cas à cette époque-là. Et bah, c'est de faire le dos rond, de toute façon. Après, nous, on est bien plus fourmis que cigales, si tu veux. Donc, sur les comptes, toutes les années où on a très bien gagné notre vie, on dépense pas tout, hein, ça reste sur les comptes. Donc, bah, tu te mets en service minimum, si tu veux, hein. Tu te verses 2000 balles ou 1500 balles par mois, puis tu attends que ça passe, quoi. Ouais. Donc, c'est ce qui Ouais. s'est passé concrètement, hein. Voilà, tu vois, pendant cette période-là.
Et, mais enfin, je trouve que c'est bien, ça évite de s'enflammer. On a, tu vois, des gens qui sont vraiment venus, je te le disais, d'autres marchands ou en discutant, des gens qui étaient plus cigales que fourmis. Et tu vois, Warren Buffett disait, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui nagent sans maillot de bain. Et ben là, il y a des gens qui ont vraiment tiré la langue. Et c'est ce qu'il faut éviter à tout prix hein, dans le domaine de l'investissement, qu'un jour le carrosse se retransforme en citrouille et reculer, quoi. Donc, l'investissement, il faut vivre très en dessous de ses moyens. Pour moi, c'est un des secrets. Ça changera jamais, ça. Et ça peut être aussi frustrant. C'est pour ça qu'il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait et pas que dans se gratifier financièrement. Et voilà. Donc, non, c'est du dialogue. C'est du dialogue entre associés. Et puis, du travail de développement personnel aussi, hein, tu vois. Faire enfin, l'accompagnement PNL, il est valable pour tout, pour, dans ces moments-là, aussi s'offrir d'autres perceptions. Et on a fait des affaires quand même, malgré tout, hein. Voilà, moins que ce qu'on aurait espéré, mais on n'a pas fait zéro non plus, quoi. Quand je dis qu'on est complètement à l'arrêt, j'exagère un peu, mais on est à 20% de ce qu'on est capable de faire, quoi. Moi, j'ai une question pour toi aussi, Tony. En fait, tu as vraiment beaucoup d'activités, du coup, des activités différentes. Ça te parle, Euh, ça? ça me parle, j'allais dire que je me reconnais beaucoup en toi. J'ai pas encore ton niveau, mais en tout cas, moi, je trouve ça très inspirant. Et je me dis, est-ce que comment dire, est-ce que tu as des personnes qui ne comprennent pas ce que tu fais, qui te pensent girouette, qui te pensent, tu vois? Girouette, ils osent plus me le dire maintenant, si tu veux. Peut-être qu'ils le pensent, mais en tout cas, ils viennent jamais me le dire, quoi. Enfin, en tout Ok, cas, ça me revient pas aux oreilles. Des gens qui comprennent pas ce que je fais, oui, ça c'est sûr. ouais. Beaucoup. Des gens enfin, qui arrivent pas à comprendre qu'on puisse en vivre, tu vois, aussi. Que ça dégage des revenus ou enfin, qui sont loin de se douter qu'on peut en vivre très confortablement. Donc, non, aujourd'hui, non. À l'époque, quand j'avais tout approuvé, c'était difficile. Je peux te donner un exemple, mais pendant 2 ans, avec Yann, on a organisé le Noël des gentlemen investisseurs. Et donc, on faisait ça dans un joli cabaret à Brignais, à côté de Lyon, où tout le monde venait bien habillé. Il y avait la soirée cabaret. Et la deuxième année, j'ai invité mes parents. Et vraiment, le dress code, c'était que tout le monde devait faire un effort, costume, les filles en robe, enfin, tout le monde très bien habillé. Et j'emmène mes parents là. Et mes parents, la mâchoire leur tombe un peu, si tu veux. Parce qu'à l'époque, il y a le député de l'Ain qui était qui nous écoutait, qui vient voir, oh, vous êtes les parents d'Anthony, mais il est exceptionnel, sur les réseaux, c'est fantastique, il m'a beaucoup aidé à investir, et vous êtes député de l'Ain. Mes parents, tu sais, ça veut dire quelque chose pour des parents, tu vois. Et d'autres gens, mon père m'a dit, mais il y avait plein de gens brillants, et ils sont tous là pour toi. Et tu vois, après, quand on est monté sur scène, présenter un peu la soirée, remercier tout le monde, pour eux, je parlais je faisais je sais pas, des zooms en slip dans ma chambre, tu vois, un peu. Et là, ils se rendent compte qu'il y a des vrais gens qui écoutent, qui viennent, qui réseautent entre eux, qui sont tous investisseurs à différents niveaux, mais il y a des gens qui sont brillants, des gens qui sont bien plus loin que moi dans cette salle, des gens qui sont en train de construire, mais qui sont pleins d'énergie. Et ils se rendent compte de ce que c'est et que c'est vrai, tu vois. Et là, en fait, ça donne du sens à tout ça. Mais, euh, mais voilà, après, pour ce qui est plus terre à terre sur le quotidien, ça demande beaucoup d'organisation. Ouais. Euh, Du Tu coup, vois, je alors m'appelle. c'est une Ouais. question qu'on peut lui poser quand même, Tony, parce que tu nous tends la perche. Euh, c'est quoi ton agenda, Tony? C'est quoi ton agenda? Explique-moi comment tu fais. Non, mais après, là, tu vois, l'idée, c'est d'être toujours très organisé. Par exemple, les podcasts avec Yann, on les enregistre deux par deux. Et on le fait le temps de midi. Donc, et on est très efficace. On fait ça entre 11 heures et 14 heures. On se laisse 3 heures pour faire deux épisodes d'1 heure et papoter un peu. Comme on est à 1 heure et demie de route, on fait ça en ligne. Tu vois, on se voit pas. Et aujourd'hui, avec la qualité tu vois, regarde ce qu'on est en train de faire. T'as même pas besoin d'être à côté. Et ça, on les cale quasiment 6 mois à l'avance. Et tu vois, même pour la boîte des gentlemen, tous mes événements de l'année 2027, l'année prochaine, c'est déjà dans l'agenda.
Ah Donc, oui. tu vois, chaque année, je prends l'agenda, je regarde une semaine sur deux quand j'ai mes enfants, quand je les ai pas. Bien sûr, avec Yann, on a les mêmes semaines, comme il a sa fille une semaine sur deux. Je mets les dates de vacances scolaires pour ne rien prendre pendant les vacances. Comme ça, je sais que j'ai mes enfants et que je ne me suis pas blindé l'agenda. Et ensuite, on cale toutes les dates d'événements. Comme ça, quasiment 18 mois à l'avance, je connais mes dates d'événements, au moins ça. Et les dates de podcast, on les cale 6 mois à l'avance. Et avec Fabien sur Nouveau Départ, on enregistre les émissions en une seule fois, les 4 émissions du mois. Donc on se voit le dernier vendredi de chaque mois avec Fabien. Et ça, je le sais, je ne prends pas d'autres rendez-vous. C'est vraiment notre journée tous les deux. On a 4 émissions à produire, plus gérer toutes les affaires courantes et accessoirement discuter, manger ensemble et se faire une vraie journée d'associés. Donc je sais que Nouveau Départ, ça me prend une journée par mois. Et une vie de liberté, j'ai mon petit rendez-vous avec moi-même, un mercredi matin sur deux, où j'enregistre le podcast, mais c'est dans mon agenda. Donc une fois que tout ça s'est calé, bah, le reste du temps, j'ai à peu près 3 matinées entre 3 et 4, ça dépend avec mon associé Benjamin pour le marchand de biens. Et après, le reste des demi-journées qui restent, il doit rester à peu près du coup 3 demi-journées, elles sont vides, celles-là, toujours vides. Et j'en profite, soit je peux prendre un coaching, soit je peux aller me promener, soit je peux faire du sport, soit bosser, hein. Mais en tout cas, je décide au dernier moment. Mais donc tout ça c'est calé, et c'est ce qui fait que bah, il y a quasiment, du coup, avec tous mes contenus, une vidéo qui sort tous les 3 jours. Mais en fait, moi, c'est concentré tout ça sur 2 jours dans le mois. Mm. Donc ça Ah, laisse 18 jours pour faire autre chose, tu vois, finalement. hmm. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça fait réfléchir. Mais, Ça me fait réfléchir parce que, en vrai, je me trouve pas trop mal en organisation, mais quand je t'entends ouais. toi, je me dis, putain, j'ai encore du taf, hein. Mais Mais en c'est, fait, je l'ai appris à la dure parce que j'ai l'année 2022-2023, j'ai tellement d'activités quand je lance tout ça et je suis pas aussi organisé. Une vie de liberté, comme c'est entre moi et moi, je le note pas le rendez-vous. ouais, ça, Et, et à l'époque, j'avais un monteur qui était un peu plus cool. Je pouvais lui envoyer des fois le podcast le samedi pour le lundi, il s'en foutait, il était célibataire, il montait le dimanche. Et après, je me suis structuré parce que c'est même pour moi, je me respectais pas en fait. Quand je me retrouve le samedi matin, alors que je devrais être en famille, en train de petit-déj, à devoir, à l'époque, j'enregistrais à la maison en plus, à demander à tout le monde de se taire parce que je vais enregistrer. C'était pas l'enfer. bon. Ouais, l'enfer. Et, et du coup, Donc voilà. je continue parce que Je j'ai une t'en autre prie. question. Quand on est multi-activité, on se demande souvent si, je sais pas, il y a une équipe de 20 personnes derrière toi, des freelances qui sont là pour travailler pour toi ou avec toi, je sais pas. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Vous êtes combien dans votre team? Mais finalement, j'ai vraiment pas tant de monde que ça. Si tu vas sur la partie business physique, on est tout seul avec Benjamin. Après, on a beaucoup de collaborateurs avec qui on travaille, c'est-à-dire que on a des agents IMO qui nous font du sourcing. On fait pas de commercialisation. On redonne toujours la commercialisation aux agents. Donc, je passe pas mon temps à faire visiter des appartes ou des maisons. Ça, je m'en occupe pas. On a un super notaire et une super clerc de notaire qui nous prépare absolument tous les dossiers et avec qui on a une vraie bonne relation, qui débusque plein de looks qu'on pourrait pas voir. J'ai un géomètre avec qui je bosse systématiquement, qui connaît tous nos process. Une maître d'œuvre qui s'occupe de tous nos chantiers. Donc, si tu veux, au final, moi, mon panel d'interlocuteurs, il est finalement très limité. Et c'est à chaque fois des gens qui sont entrepreneurs, donc qui ont un sens du devoir, des responsabilités. J'ai personne à manager. Le prix à payer de ça, c'est une journée de compta par mois, quoi, tu vois, à peu près. Ouais. Mais je me mets un petit podcast ou Spotify et je la fais dans la joie et la bonne humeur d'avoir personne qui dépend de moi, tu vois. Et voilà. Ouais. Et après, sur la partie création de contenu, bah, à chaque fois sur les sociétés, que ce soit avec Yann sur les gentlemen ou avec Fabien, on a vraiment nos rôles, chacun. Par exemple, Fab, c'est lui qui gère toutes les demandes entrantes, tous les mails qu'on reçoit, c'est lui qui traite tout. Et moi, je suis vraiment sur le back-office, sur tu vois, toute la partie des formations en ligne, le site pour les ventes, le site internet, toute la comptabilité de la société, ça c'est moi. Mm. Et, et après, avec Yann, c'est exactement la même organisation. Et sinon, bien sûr, j'avais quelqu'un qui montait les vidéos. Donc, j'ai eu une première collaboratrice, Léna. Après, j'ai eu Luc. Et maintenant, c'est Elodie, ma chérie, qui a repris ce rôle et donc qui monte tous les contenus
en tout cas de Une vie de liberté et des gentlemen investisseurs. Sur Nouveau Départ, c'est Maxime, qui était pareil, bah, un auditeur des podcasts, quelqu'un qu'on a eu en coaching et qui cherchait une petite activité à côté. Donc, c'est lui qui fait le montage sur ND. Et après, mon Instagram, pour le coup, c'est moi qui le gère encore. Et enfin, Elodie s'occupe des publications, enfin, en tout cas, les publications des réels. Après, moi, je fais quelques publis. Et elle s'occupe de l'Instagram des Gentlemen Investisseurs. Et on a Nathalie qui s'occupe de l'Instagram de Nouveau Départ. Voilà. Ok. Ok, donc finalement, tu as une équipe quand même assez, enfin, réduite, j'allais dire. Il n'y a Ouais, pas complètement. de... Et Ok. après, tu vois, enfin, on a toujours eu un business qui a été basé sur full SEO, quoi, en référencement naturel. On ne fait pas de publicité payante, pas de closer, tout ce système-là. Donc, c'est l'avantage. On ne fait pas les mêmes chiffres que plein de gens qui inondent Internet de pubs, mais on a des charges qui sont extrêmement réduites, quoi. Hmm. Euh, L'autre pendant, c'est celui-ci. Donc, ouais, effectivement, c'est pas une équipe qui est démesurée et c'est à chaque fois bah, des gens qu'on connaît dans la vraie vie, quoi. Voilà. Trop bien. Et alors, moi, j'avais une question parce qu'à un moment, tu as parlé de ta 3 demi-journées qui te restent dans la semaine où tu peux faire te balader ou du sport. Je vais rebondir sur le sport. Ouais. Bah oui. C'est quoi l'importance pour toi du sport ou de l'activité physique, en fait, j'allais dire, dans l'équilibre de l'entrepreneur? En vrai, c'est hyper important, mais même pour tout, tu vois. Au-delà de juste être musclé ou de vouloir avoir un physique sympa, je dis ça parce que moi, j'ai longtemps fait de la muscu. Après, j'ai retrouvé le plaisir dans le CrossFit de plus l'effort physique, plus que pour le résultat de te sentir bien et d'être musclé. Et après, maintenant, j'ai découvert beaucoup la marche, je marche beaucoup, et la course à pied. Mm. Et aujourd'hui, depuis 6 mois, là, c'est le grand amour de l'équitation et j'apprends à monter. Donc, je suis cavalier apprenti, plus si apprenti que ça maintenant, du coup. Mais j'adore ça, je trouve ça passionnant. Donc, c'est toujours d'apprendre des nouvelles choses aussi, parce que quand on est entrepreneur, bah, on aime bien apprendre, je pense. Donc, là, le cheval, par exemple, je démarrais vraiment de zéro, je connaissais rien. Donc, j'apprends tout, que ce soit le vocabulaire de tout ce qu'on utilise, le vocabulaire du cheval, mais aussi monter, trouver des nouvelles, comment dire, c'est tous des nouveaux repères, des choses qu'on ne connaît pas. Donc, je trouve ça passionnant. Donc, tout ce côté apprentissage. Et puis, juste le fait de pouvoir profiter de la liberté qu'on s'est construit aussi, en étant en bonne santé. Et puis, forcément, ben, tu le sais parce que ton chéri est venu, Corinne, à un de nos séminaires Yes. sur le trail. Je trouve ça aussi passionnant quand on aime le business et qu'on aime le sport, de pouvoir allier les deux et emmener des gens avec nous. Et c'est vrai que ça, c'est une de nos spécialités, mais de toujours faire un thème sur nos séminaires autour du sport, où moi, ça m'a permis d'apprendre, j'ai fait du kitesurf, j'en avais jamais fait. Le surf, bah, ça fait quasiment le quatrième séminaire qu'on organise, donc maintenant j'ai appris à surfer. Donc ça, c'est trop cool. Et je trouve que ouais, c'est important déjà pour se libérer l'esprit et puis pour pouvoir vraiment profiter de la liberté. C'est bien. Enfin, j'ai pas mal d'entrepreneurs que je connaissais de vie d'avant, tu vois, qui ont eu une belle réussite professionnelle, mais qui objectivement sont devenus un peu impotents, tu vois, avec le temps. Mm. Enfin, Mm. C'est ça. Enfin, je parlais de l'entrepreneuriat, j'allais dire dans le salariat, c'est pareil, hein. oui, Mais oui, bien sûr. le risque que je vois, enfin, quand même beaucoup d'entrepreneurs qui sont tellement à fond sur leur business, qui du coup en oublient, j'allais dire, les règles élémentaires de sommeil, Ouais. alimentation, sport ou activité physique, peu importe, on n'a pas besoin d'être des férus de Non, non, sport, bien sûr. d'avoir un équilibre. Ouais, puis le mythe de l'entrepreneur qui dort pas, enfin, tu sais, ça va bien 5 minutes, quoi. Si vraiment tu as un gros rush une fois, et ça nous est arrivé hein, déjà, hein, où il y a vraiment du gros boulot avant la sortie d'une formation, ou même quand tu tournes une formation, si tu veux faire du montage en même temps, où tu vas pas dormir pendant 2, 3 jours, c'est Mm. rigolo parce que c'est la nuit blanche et C'est ponctuel. parce que on se marre, mais il faut que ça soit ponctuel. Si Mm. toutes les nuits tu finis de bosser tard, tu négliges ton sommeil, tu brûles un peu la chandelle par les deux bouts. Et le temps que tu gagnes enfin, dans l'instant, tu le perds sur le long Super. terme. Tu vois, Ouais. regarde, l'autre jour, j'ai vu notre président à la télé, dans une vidéo de Thibaut InShape, Ah, dire j'ai vu. qu'il dormait. Tu l'as vu? Vous faisait les pompes Euh, là, non? ouais, voilà.
Le président Macron expliquait qu'il n'avait pas besoin de beaucoup de sommeil et que ça fait donc 10 ans qu'il dort entre 4 et 5 heures par nuit. Et Oh. en fait, regardez l'effet scientifique d'enchaîner déjà ne serait-ce que 10 jours en dormant 4 heures par nuit, c'est l'équivalent d'avoir 1 gramme ou 2 d'alcool dans le sang. Enfin, je pense que, bon, je ne fais pas de politique hein, sur votre podcast, mais pour quelqu'un qui a des responsabilités aussi grandes, je pense qu'au bout d'un moment, tu manques de discernement dans tes choix de dormir 4 heures par nuit depuis aussi longtemps. Il y a un moment où pour garder sa lucidité, je pense que c'est pas bon. Enfin, pour Ouais, avoir c'est expérimenté même. quelques années où moi je dormais plutôt 6 heures, entre 6 et 7 heures, c'est pas assez, hein. Enfin, Mhm. même entre 6 et 7 heures, c'est pas assez. Il y a quelques personnes effectivement qui ont besoin de moins de sommeil, mais globalement, la majorité des gens ont quand même besoin d'un certain quota de sommeil pour Ouais, puis élever. Et quand tu commences à taper dedans, il y a un moment où c'est détecter les sûr. conséquences. Puis Ouais. tu sais, moi, dans mon ancienne vie des travaux publics, pour l'avoir expérimenté, hein, où je me levais à 5 heures du matin, il y a des fois où je poussais jusqu'à 23 heures, minuit, où tu dors 5, 6 heures. Au bout d'un moment, j'en étais convaincu. Je me disais, mais moi, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Et en fait, quand tu reprends une vie normale, aujourd'hui, je dors 8 heures, entre 8 heures et 8 heures et demie par nuit. Et j'en ai besoin. Enfin, j'étais pas un surhomme, hein, c'est juste que je faisais tourner la machine en sur-régime un peu. Sur le régime, Hmm. clairement. Ok. Euh, Moi, j'avais une question. On va revenir un peu à investissement immobilier. Oui, oui, c'est vrai qu'on est parti un petit peu On sur est parti sur l'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat parce qu'on Mais c'est adore pas ça. grave, c'est la liberté aussi, ça, Oui, tu Bah vois. oui, oui. Non, la question que je me posais, c'était qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs, à nos auditrices sur le. Enfin, on a beaucoup de personnes qu'on accompagne qui sont débutantes, ouais, qui ont beaucoup de peur, Hmm. essentiellement, hein, parce qu'on accompagne Ouais, des femmes qui ont encore plus de peur que les bien hommes. sûr. Malheureusement, je fais un cliché, mais la c'est vrai. réalité, c'est celle-là. Sur qu'est-ce que ça peut apporter, en fait, l'investissement immobilier dans la vie de quelqu'un, tu vois. Ouais. Question extrêmement large, volontairement. Je pense que déjà, enfin, vous accompagnez des femmes, vous précisément. Je pense que c'est bien d'essayer d'avoir son conjoint avec soi quand même, que ce qu'on soit femme ou homme d'ailleurs. Même si parfois, il faut commencer par faire un premier investissement soi-même pour le convaincre et lui montrer que, regarde, tu vois, je l'ai fait, j'ai fait mon petit appart, il tourne bien, regarde, je fais 100 balles de cash flow tous les mois ou 300 balles parce que je l'ai mis en LCD, je suis encore là les soirs à la maison, ça fonctionne. Il faut avoir ce courage aussi d'en faire un premier peut-être soi-même et Mm. même si le conjoint n'est pas intéressé, qu'au moins il soit content pour nous et qu'il nous laisse faire, pour pas que ce soit une lutte et qu'on vienne se buter, parce que sinon ça fait encore un sac de pierre à traîner, je trouve. Hmm. Mais ce que ça peut apporter, en fait, dans notre pays, je pense que c'est aujourd'hui vraiment clairement indispensable et tout le monde le fera pas d'ailleurs, mais c'est ce qui fera que je pense que dans quelques années, il y a des gens qui se réveilleront un peu avec la gueule de bois d'avoir fait confiance à ce système qui peut plus continuer de tourner comme ça. On le voit bien, la retraite par répartition, c'est exsangue, hein. Aujourd'hui, on emprunte pour payer les retraites et il y a de moins en moins de gens qui bossent. C'est un système où on aura un homme ou une femme providentielle qui saura y mettre un terme, ou alors bah, c'est juste le mur hein, quand on va le toucher qui va mettre un terme à ça. Mais juste déjà pour préparer l'avenir et pas se retrouver démuni, se retrouver sans rien quand on est à la retraite, ça c'est juste la base d'en faire au moins un ou deux pour se dire, comme le faisaient nos parents, quoi. Bah, je le fais Ouais. maintenant quand j'ai 40 ans, à 60 ans, ça sera payé et ça fera 300, 500, 1000 euros qui tomberont tous les mois et qui amélioreront le quotidien. Ça, c'est pour la vision la plus lointaine, mais pour la vision du quotidien, sans parler même d'atteindre l'indépendance financière, mais ne serait-ce que faire un, deux appartes aujourd'hui, les faire tourner en LCD, c'est pas difficile avec l'automatisation et ça peut vraiment améliorer le quotidien tout de suite. Soit si on veut le remettre en jeu pour aller encore plus loin, bah on peut, mais même juste au quotidien, quoi. Si tu as un foyer où à deux vous gagnez 3 500 euros, ben 500, 600 euros de plus, c'est 15%. Ça fait une grosse différence sur le quotidien. C'est Et ça permet des meilleures vacances, ça permet un resto de plus par mois, ça permet d'aller au ciné sans regarder. Enfin, ça permet de prendre une femme de ménage, par exemple, ou quelqu'un enfin, de payer le drive pour faire les courses. Plein de tout petits trucs qui pourrissent le quotidien des gens, alors qu'en fait, c'est des dépenses à 300 euros près. En fait, tu te changes ta vie. Euh, je veux dire, enfin,
prendre quelqu'un qui a fait le ménage à la maison, pour nous, ça, ça nous a changé la life en fait. Parce que tu rentres à la maison, c'est tout le temps propre. Tu donnes du travail à quelqu'un en plus qui vend sa force de travail pour le faire, donc tu fais un heureux qui cherche du travail. Et toi, tu te libères du temps, ben, ou pour bosser, mais ou juste pour profiter en fait et pas prendre le balai quand tu arrives à la maison, quoi. C'est clair. C'est Et clair. tout ça, ça tient finalement à peu de choses. Donc pour moi, l'investissement immobilier doit aussi servir à ça, à améliorer le quotidien, pas forcément dans 20 ans, mais ça peut arriver assez rapidement quand même, je pense. Mm, clairement. Merci pour ce rappel, ce mémo. Et ça fait du bien d'entendre ça, et aussi de la part d'un homme, puisque moi j'ai beaucoup de femmes qui viennent discuter là avec nous ces derniers temps, qui ont très peur, Peur. très Ah peur. ouais. Ouais, Là ce début d'année, on ressent encore plus la peur. Je sais pas ce qui se ouais. passe, mais j'ai Mm. l'impression que les gens ont encore plus peur. Et en fait, toi, vu que tu l'as déjà fait, j'ai l'impression que parfois c'est difficile de traduire à quel point ça a Bien changé notre sûr, vie, en fait, mais tu c'est vois. sûr. Tu sais plus comment le dire, en fait, Ouais, tu sais. ouais. Non, mais je te rejoins. Et il faut arriver à faire comprendre aux personnes, et moi c'est ce que j'essaye de leur faire comprendre, que le plus grand risque, c'est pas d'acheter un appartement, surtout que le premier, il faut pas s'envoyer en l'air. Tu prends un studio entre 40 et 80 000 euros, suivant l'emplacement. C'est pas l'investissement du siècle. Et même s'il n'est pas hyper rentable et que tu t'es raté, que tu es de 50 euros de ta poche par mois, en fait, tu amortis quand même du capital. Et C'est in ça. fine, ça sera toujours un bon invest. C'est pas dramatique. Mais ça fait moins peur que de se retrouver à la retraite, avoir 65 ans, ne plus avoir la force de travailler et être à la merci d'un chèque du gouvernement qui peut baisser du jour au lendemain. C'est ça la plus grande peur finalement, hein. Mais je te rejoins. Des fois, c'est pas facile à expliquer. Et c'est aussi pour ça que j'ai toujours beaucoup d'amour de force et de, comment dirais-je, de compassion et pour tous les investisseurs immobiliers, quels qu'ils soient, parce que je sais à quel point c'est difficile d'y aller et tout le monde ne le fait pas et tout le monde ne le fera pas. Et c'est pas pour tout le monde. Mais si c'était si facile, tout le monde le ferait aussi, forcément. Ouais, bien sûr, bien Et sûr. ça demande du courage. C'est sûr que ça demande, il y a un moment où ça Mm. demande du courage de se mettre en danger, de se dire, OK, j'ai peur, mais j'y vais. J'y vais. Et, Ouais. et je te rejoins, de mon côté aussi, où j'ai des hommes et des femmes, que ce soit pour le marchand de biens ou l'investissement IMO ou l'investissement en bourse, les gens ont de plus en plus peur en ce moment. Ouais, ça, c'est la folie, hein. C'est la Ouais, folie. La peur de perdre. Nous, on a beaucoup ouais, la Peur peur de de perdre perdre de de l'argent. l'argent, Mm. peur de ouais, perdre de l'argent, la peur de se planter, la peur de la fiscalité. Et puis, il y a aussi la peur, et c'est encore plus compliqué là, c'est le contexte global général, bien sûr. des conflits, Ouais. etc. Où on dit, on est dans l'attentisme de j'attends et on verra. Sauf qu'en fait, bah, c'est le coup de l'inaction, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est sûr. Et le fait de ne rien faire et d'attendre une meilleure situation qui n'arrivera jamais, en fait, ben, finalement, Ouais, ça fait perdre de l'argent et du temps. Et voilà. Pour terminer là-dessus sur les peurs, on a sorti des statistiques là sur les femmes. On en parle lors de notre atelier là. Ça fait flipper, hein. Il y a 4 femmes sur 10 qui, aujourd'hui, en 2026, touchent moins de 1000 euros de retraite. Moins de 1000 euros. Et avec l'inflation, c'est-à-dire dans plus 20 ans, ces 1000 euros, ils se transforment en 600 balles par Mm. mois. ouais, Donc en gros, si ça continue comme ça, et c'est juste des chiffres, c'est des maths, quoi. Si ça continue comme ça et que, alors pour notre niche, les femmes ne passent pas à l'action, et ben dans 20 ans, t'as 4 femmes sur 10 vivent, qui sont Avec, pauvres enfin, en qui fait. vivent pas, du coup, Qui avec ouais, font, bien 600 sûr. balles par mois. tu vois? Et c'est ça aussi, C'est, tu vois, c'est là où ouais, on a envie que les personnes se réveillent et où toi, tu fais tu, tu, tu portes un message qui est fort, qui est celui de pousser les gens à investir dans l'immobilier parce que ouais, comme toi, nous, ça a changé nos vies. bien sûr. Et encore une fois, moi, j'ai la frustration qui vient et qui me dit, coucou, mais pourquoi les gens comprennent pas ce message, tu vois? Ouais, bien sûr. Tu ne peux pas sauver tout Ouais, le après, monde. bien sûr, Et on ouais. peut pas sauver la planète, mais voilà. Non, tu peux pas, mais je trouve que peu importe, même si tout le monde le fera pas, parce que tout le monde n'a pas cette sensibilité, puis tout le monde n'a pas aussi
même, enfin, ce courage, et c'est pas jugeant de le dire, mais c'est sûr que ça demande à un moment, et c'est une douleur, tu vois, aussi qu'il y a en face, de se dire, en fait, je veux pas que ça m'arrive. Et il y a des gens pour qui c'est plus confortable, en tout cas dans l'immédiat, de se dire, bah, on verra bien plus tard, peut-être qu'il Ouais, se ouais. passera quelque chose. Et pour d'autres, c'est plus douloureux. Mais je te rejoins, c'est dramatique, hein. Moi, ma grand-mère a fini avec, tu vois, 800 euros de retraite. Et heureusement qu'elle avait ses filles qui travaillaient, qui pouvaient l'aider. Et surtout quand tu vois, enfin, on vit quand même un peu dans une société de monde à l'envers, parce que quelqu'un qui n'a jamais travaillé et qui vient en France, même qui viendrait de l'étranger, hein, dès que tu as 65 ans et que tu es sur le sol français, tu peux demander le minimum vieillesse, et je crois que c'est 1050 euros. Donc, toi, si tu as cotisé toute ta vie en face et que tu n'as même pas plus que ça, enfin, je ne sais pas jusqu'où on ira dans cette société de non-sens, tu vois. Je me dis que, enfin, je pense que ce qui n'a pas de sens ne peut pas durer éternellement. Il y a forcément Ouais, un moment où le réel s'invite dans l'équation et frappe à la porte de tout le monde. Là, pour la France, ça sera peut-être avec un coup de tête, tu vois, au final, parce que vu jusqu'où on va. Mais en attendant, les règles du jeu, c'est celle-ci. Et c'est pas moi qui les ai fait, mais je trouve que c'est dramatique de voir que le travail ne paye plus. Tu vois, moi, enfin, mes potes qui sont pas dans l'investissement, des gens que je connais depuis toujours, qui ont du savoir-faire, qui travaillent dans des vrais métiers, maçon, électricien, plombier, ils font 1750 euros par mois. Mais je veux dire, aujourd'hui, en France, en échangeant ton temps, parce que c'est 40 heures sur le chantier, mais il faut y aller. Le midi, bah, la pause, elle est comprise dedans. Donc, enfin, elle n'est pas comprise dedans. Donc, tu échanges facilement 10 heures en dehors de ta maison pour 1750 euros. Et quand tu vois que le moindre truc, ton enfant veut aller sortir, se payer un Big Mac, c'est 15 boules. Enfin, il y a un moment, c'est si tu fais pas ça, les comptes tu... sont pas bons. Les comptes Non, sont non, pas les bons, comptes sont pas Kevin. bons. Ouais, vraiment. Vraiment, Ok. c'est... Et, euh, et puis voilà, je veux pas faire le plomber tout le monde, mais pareil, le niveau de vie de la France, notre pays baisse, hein. On est passé derrière la Ouais. Belgique, on est passé derrière Chypre. C'est tendu, quoi. Donc, si on fait pas ce petit plus, cet effort-là, et c'est ce qui est triste, c'est que c'est pas ce qu'on nous a vendu à l'école, qu'on nous a vendu, va, fais des bonnes études, chope un bon travail, et tu seras bien. J'ai fait bac+5, premier salaire à l'époque, alors c'était il y a 20 ans maintenant, mais c'était 1800 euros. Moi, je pensais que j'allais gagner 3000 balles. Et je me dis, mais c'est quoi cette arnaque? Et, euh, et bien sûr, bah, si tu restes dans cette équation-là, en fait, tu es celui qui se fait le plus matraquer, quoi. Et à un moment, Faut faut sortir de ce bouger. cercle, et voilà. Le Ok, bah, je début suis est avec toi. laborieux, mais Tu t'en sors mieux que moi, parce que moi j'en parle dans les webinaires. Mon premier salaire, je disais, c'était 1540 euros. Et ouais. je pensais être la reine du pétrole à l'époque parce que je m'étais dit 10 000 francs. Et 10 000 francs, tu sais, Et ça faisait oui. 1500 Ouais, ouais, c'était pas mal à l'époque. 24 euros, un truc comme ça. Je dis, ah, c'est bon. Sauf que j'habitais à Annecy, le coût de la vie était hors Ouais. de prix et les fins de mois étaient chaud patate alors que j'étais pas au SMIC, hein. J'étais loin d'être au Ouais, SMIC. bien Et sûr. c'était compliqué, quoi. Donc, oui, c'est clair que, enfin, t'as une incohérence en fait entre ce que tu gagnes et la réalité du coût de la vie derrière. C'est certain. Mais voilà, petit à petit, tu vois, c'est vraiment l'entrepreneuriat, l'investissement, je le vois vraiment comme une course de fond où c'est Ouais. un petit peu chaque jour. Et chaque jour, à chaque jour suffit sa peine, et chaque jour, faut faire un peu, mais un peu plus un peu plus un peu. C'est un Ouais. dicton portugais qui dit avec des miettes on fait des tranches, avec des tranches on fait du pain. Ah ouais, ok. Voilà. Donc, Les intérêts composés à la C'est ça, portugaise. c'est c'est les ça. effets cumulés. Ok, bah, je vous propose qu'on termine là-dessus, Hmm. effectivement, parce que c'est, voilà, la Sur note ce, portugaise, ça me voilà. va. Portugaise. C'était une spéciale dédicace pour toi. Merci, cœur, cœur. Eh ben, écoutez, les amis, on vous remercie pour votre écoute. Merci encore à Anthony, à Avec Tony, plaisir. Indie Liberté d'avoir été présent et d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis, bah, on se retrouve pour un prochain épisode. À très bientôt. Salut à tous. Salut, salut!